Bonjour les amis, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vraiment vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous vos commentaires, pour vos mots si touchants, si encourageants, vos partages si inspirants. Merci infiniment. Avec la vidéo de la semaine dernière, on avait parlé de la maison intérieure et de comment la maison extérieure était le reflet de la maison intérieure. Et vous m'avez largement encouragé à continuer à explorer ces pistes de réflexion que je vous propose, eh bien alors j'y vais, je continue et merci encore pour votre confiance. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des relations et j'aimerais vous partager ma réflexion au sujet du lien entre la maison intérieure et nos relations. Et très souvent, j'entends cette idée de rompre un schéma toxique ou de cesser de briser le cycle des échecs amoureux. Alors j'aimerais vraiment parler de ça aujourd'hui et j'aimerais vous expliquer comment je vois les choses par rapport aux relations et puis la relation avec la maison intérieure. Mais déjà, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste qu'on s'attarde sur le terme échec. C'est quoi un échec amoureux? En fait, on parle d'échec lorsque le prix à payer était trop élevé. Quand on a payé une expérience trop chère, c'est là où on peut parler d'échec. Parce que réellement, faire une expérience amoureuse, même si elle ne conduit pas à durer longtemps, ça ne veut pas dire pour autant que ce soit un échec. L'échec, pour moi, c'est quand on n'arrive pas à se désengager à temps. Alors, ça veut dire quoi se désengager à temps? Ça veut dire se désengager lorsqu'on comprend en fait qu'il n'y a pas de compatibilité amoureuse. Se désengager à temps, ça signifie d'être consciente, conscient de ce qui se joue dans la relation, d'en parler ouvertement, de chercher à vérifier s'il y a une possibilité de compromis. Et puis s'il n'y en a pas, c'est de pouvoir se désengager à temps. Le désengagement, c'est quelque chose de très compliqué pour beaucoup de personnes sous le joug de certaines blessures. On a du mal à se désengager lorsqu'on a du mal à poser nos limites. C'est à ce moment-là qu'on a du mal à se désengager. C'est un petit peu comme si, en reprenant la formulation, enfin l'image de cette maison intérieure, c'est un peu comme si on n'avait pas de porte qui fermait, il n'y a pas de verrou sur la porte, ou bien il n'y a carrément pas de porte, il y a juste un trou dans le mur. Si on fait ça, ça va être très difficile de dire aux personnes de partir. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Parce que les personnes, si la porte est tout le temps ouverte, elles entreront et sortiront comme elles le voudront. Donc toute l'idée, c'est de prendre soin de sa maison intérieure pour apprendre à poser les limites. Et poser les limites, c'est mettre une porte et une porte qui ferme, mais qui s'ouvre aussi, parce que sous le joug de certaines blessures, on va carrément murer la porte. Donc on pourra ne plus laisser les gens forcer l'entrée, mais on pourra plus faire rentrer non plus les gens si on en a envie. Donc faut pas murer, mais par contre avoir une porte qui ferme correctement quand on le désire, qui s'ouvre quand on le désire, d'avoir aussi des fenêtres qui ferment correctement. Enfin bref, vous aurez compris, poser des limites saines permet de se sentir en sécurité dans sa maison intérieure et donc de se sentir en sécurité dans ses relations. Imaginez votre maison intérieure et observez à présent qui vous fait entrer. Qui vous fait entrer dans votre jardin, dans votre salon, dans votre chambre à coucher. Observez juste ça. Qui est à l'intérieur de chez vous? Et est-ce que cette personne-là ou ces personnes-là ont choisi, elles, d'entrer ou est-ce que c'est vous qui avez décidé de les faire entrer? Personnellement, pendant longtemps, j'ai laissé entrer toutes les personnes qui avaient envie d'entrer. Je les laissais entrer dans ma maison intérieure juste parce qu'elles se présentaient et qu'elles disaient qu'elles avaient envie d'entrer dans ma maison intérieure. Et je faisais ça parce que pour moi, c'était juste insupportable de rejeter. Je pouvais sentir combien ça pouvait être douloureux de rejeter l'autre et donc j'avais pas envie de faire ressentir ça à l'autre. Tout simplement, la personne qui se présentait à ma porte, bah, elle pouvait entrer si elle le souhaitait. Mais si je devais être honnête avec moi-même et avec vous du coup aujourd'hui, il n'y a pas que l'idée de ne pas vouloir rejeter l'autre. Il y a aussi l'idée de ne pas paraître prétentieuse ou hautaine en faisant ça.
Comme si en disant non à une personne qui voulait entrer dans ma maison intérieure, c'est comme si je lui disais je suis mieux que toi, ou comme si je la blessais en lui disant qu'elle ne méritait pas l'accès à ma maison intérieure. Je ne sais pas comment mon partage résonne en vous. En tous les cas, ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez tout le reste de côté. Et puis ensuite, quand on regarde comment on agit dans la vraie vie, en tous les cas dans la vie extérieure, est-ce que toutes les personnes qui sonnent à notre porte, on va les faire entrer? Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça avec notre maison intérieure? C'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Dans notre maison intérieure se trouve notre cœur. Et les personnes qui entrent dans notre maison intérieure vont se rapprocher de plus en plus de notre cœur. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre qu'il y a différents espaces, qu'il y a différentes sphères relationnelles et qu'on n'est pas tenu de fonctionner de la même manière avec tout le monde. Et d'ailleurs, on ne fonctionne pas de la même manière avec tout le monde. Mais on a besoin aussi de clarifier les limites de chaque espace et puis les règles d'accès dans chaque espace. C'est très important de faire ça pour bien comprendre comment protéger chaque sphère, chaque zone, chaque espace de notre maison intérieure. J'ai cherché récemment la définition de guérir et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait un lien entre guérir et guerrier. Et en fait, l'idée de la guérison, c'est vraiment de protéger. Guérir, c'est protéger son cœur. En tous les cas, guérir émotionnellement, guérir ses blessures intérieures, c'est protéger son cœur. Et donc, on a besoin de trouver comment protéger son cœur pour qu'il ne soit pas blessé, qu'il ne soit pas malmené. Parce qu'une blessure, au final, c'est un événement, un choc qui s'est produit parce que je n'ai pas su protéger mon cœur. Mais protéger, ce n'est pas enfermer, ce n'est pas emmurer le cœur, mais c'est juste le protéger. Donc il va y avoir des mécanismes de protection conscients et sains, les limites, pour que notre cœur soit protégé. Et c'est pour ça que l'une des expressions que j'adore répéter en ce moment et qui est vraiment l'une de mes préférées du moment, c'est ta maison, ton cœur, tes règles. Et la maison intérieure que je propose, elle contient 5 sphères et plus spécifiquement, en fait, une sphère à l'extérieur de la maison et 4 sphères à l'intérieur. Et la première sphère, c'est la sphère publique, celle sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. C'est ce qui se passe à l'extérieur de la maison, à l'extérieur même du portail extérieur. Tout ce qui est dans la rue, dans le domaine public, tout ça, on n'a aucun contrôle dessus. Par contre, ce que les gens vont voir de nous, ça va être notre image, notre personnalité, ce qu'on raconte d'une manière publique, nos projets publics, un peu comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux de nous, ça c'est vraiment l'image publique. Et sur celle-là, on n'a aucun contrôle, c'est-à-dire que si les personnes veulent nous juger ou nous étiqueter sur la base de ce qu'ils voient de notre sphère publique, bah, on peut rien y faire. On peut juste avoir, on va dire, la main sur ce qu'on a envie d'envoyer au monde dans notre sphère publique, mais on n'a aucun contrôle sur comment ça va être perçu, interprété, analysé, etc. Donc là, inutile d'essayer de commander les gens et comment ils vont percevoir les choses. Ils sont totalement libres de voir comme ils l'entendent. Le plus important, c'est que ce qu'on va décider de mettre dans notre sphère publique, ça doit être quelque chose de parfaitement digéré. Il ne faut pas que ce soit douloureux parce que si on partage dans notre sphère publique des choses douloureuses, ça ouvre la porte aux personnes à venir appuyer sur ces blessures-là. Donc, c'est pas ce qu'on a envie, en fait. Donc, la sphère publique est réservée à tout ce qui est non émotionnel, à tout ce qu'on a envie d'envoyer comme information au monde à notre sujet. Et ça, c'est parfaitement OK d'y mettre ce qu'on désire, à condition que ce ne soit pas douloureux. En tous les cas, c'est ma recommandation. Et la deuxième sphère relationnelle est celle qui va arriver juste derrière le portail. Donc, ça commence à devenir privé, mais ça reste encore quand même assez large. C'est-à-dire que
cette sphère sociale, cette deuxième sphère qui est la sphère sociale, je l'assimilerai par exemple à un jardin. Donc, quand on fait rentrer quelqu'un dans notre jardin, bien évidemment, il n'est pas encore proche de notre cœur, il n'est pas encore dans notre espace intime de la maison à l'intérieur, mais il est quand même chez nous, dans ce jardin. Et cette sphère sociale, ça va être un espace où on va partager des idées, où on va partager des connaissances. Donc c'est un peu ce que je fais là, sur ma chaîne YouTube. Donc lorsque vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous êtes dans mon jardin. Bienvenue dans mon jardin intérieur. Donc c'est un endroit où je vais partager véritablement ma vision des choses, mes idées, mes connaissances, et où je vais pouvoir aussi échanger avec vous, puisque comme vous êtes dans mon jardin intérieur, eh bien, on va pouvoir échanger, discuter et dialoguer. Donc c'est un espace qui nécessite un critère d'entrée. Et donc pour accéder à notre jardin intérieur, il faut qu'il y ait des conditions, des critères, des conditions d'entrée à notre jardin intérieur, et également une condition pour y rester, ou des conditions. Sinon, ben, il faudra quitter notre jardin intérieur, parce que notre jardin intérieur, nos règles du jeu. La personne qui va accéder à notre jardin intérieur devra respecter les règles de notre jardin intérieur. Donc ici, si vous voulez, on va prendre un exemple pour mieux illustrer ce que je suis en train d'expliquer. Donc par exemple, pour pouvoir entrer dans notre jardin intérieur, il faut que notre flair, notre instinct, ce que j'appelle moi l'antenne intérieure, donne son feu vert. On ne peut pas faire entrer quelqu'un que l'on craint ou qu'on ne sent pas trop son énergie. Vous voyez? Donc on a besoin de faire entrer quelqu'un dans notre jardin intérieur avec lequel on se sent en confiance, on se sent en sécurité et puis on a le sentiment que énergétiquement, ça passe bien entre nous. Et c'est pour ça qu'il est très important d'écouter son instinct, son antenne intérieure. L'antenne intérieure, c'est notre premier centre énergétique de décision qui se trouve au niveau du ventre entre le nombril et le plexus solaire. Donc l'antenne intérieure, elle capte des informations énergétiques. Donc elle va capter l'intention de l'autre. C'est un petit peu le côté instinctif animal qu'on a. C'est cette part qui nous protège et qui va nous permettre d'être en sécurité et de détecter tout danger potentiel ou toute toxicité potentielle. C'est notre antenne intérieure. Et cette condition du feu vert de l'antenne intérieure, pour moi, c'est une condition essentielle, sine qua non, pour accéder au jardin intérieur. Et puis, pour rester dans le jardin intérieur, ben, on a besoin de sentir une belle connexion. Si on ne ressent pas de connexion, est-ce qu'on va laisser la personne dans notre jardin? Pourquoi pas éventuellement, mais disons que la connexion, c'est vraiment une condition pour rester. Et puis, c'est très important, il faut aussi fixer une règle de sortie de notre jardin intérieur, de notre sphère sociale. Et la condition de sortie, ça pourrait être par exemple un manque de respect. Un manque de respect, que ce soit par les mots, par les gestes, ou bien peut-être même par les idées, par les valeurs. Donc si on ne se sent pas à l'aise avec une personne, si on n'arrive pas à connecter avec une personne, on n'est pas obligé de la garder dans notre sphère sociale. Elle peut retourner dans la sphère publique. Et c'est ça la grande erreur que j'ai fait pendant de nombreuses années, c'est de croire que si une personne voulait entrer dans ma sphère sociale, mais qui j'étais moi pour lui dire non, qu'elle pouvait entrer, bien évidemment. Qui ne peut pas entrer dans mon jardin? Tout le monde pouvait y entrer. Et c'était là vraiment l'erreur. Et aussi, la deuxième erreur, c'était de ne pas avoir de conditions de sortie. Et donc, quand il y avait un manque de respect, par exemple, j'essayais vraiment de discuter avec la personne, j'essayais de prendre sur moi, j'essayais d'analyser si je n'avais pas dit quelque chose qui aurait pu la mettre en colère. Et puis avec cette blessure d'invisibilité, bah, je ne voulais pas trop générer des conflits, je voulais les éviter, je ne voulais pas contrarier l'autre. On se suradapte avec la blessure d'invisibilité, et on a cette tendance à se suradapter à toutes les situations. Et donc on va laisser quelqu'un de potentiellement toxique, d'irrespectueux en tous les cas, rester dans notre sphère sociale. Et je ne sais pas vous, mais ça donne pas très envie de rester dans le jardin quand on a quelqu'un qui est respectueux, qui se balade dans notre jardin. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'une des premières choses que j'ai faites
dans ma reconstruction de ma maison intérieure, c'était de clarifier les conditions pour rester dans mon jardin et également de demander aux personnes qui ne sont pas respectueuses de quitter mon jardin, de quitter ma propriété et de retourner dans la sphère publique. Et puis la troisième sphère, c'est la sphère de confiance. Cette sphère de confiance-là, c'est le salon de notre maison intérieure. Alors on va imaginer qu'il existe un espace de jour qui soit séparé de l'espace de nuit. Donc notre sphère de confiance, c'est véritablement notre espace de jour, donc le salon, là où on va accueillir les personnes qui commencent à se rapprocher de notre cœur. Vous savez, le cœur, la meilleure des protections, c'est lorsqu'il s'ouvre à mesure que la confiance grandit. Mais la confiance, on a besoin de la tester. On ne peut pas laisser la personne dans le jardin et dire, tu ne vas entrer que quand j'aurai 100% confiance en toi. On ne peut pas parce que la confiance, c'est une expérience issue de toutes les différentes situations qu'on va vivre ensemble. On n'a pas besoin d'avoir 100% confiance en la personne qui va entrer dans notre salon. En revanche, on va avoir besoin de suffisamment de confiance pour pouvoir entrer. Et ce suffisamment de confiance-là, le critère d'entrée à notre sphère de confiance, le critère pour entrer dans notre maison intérieure, dans notre salon, ce que je propose, c'est par exemple le ressenti de réciprocité. Si je sens que j'ai un désir de connexion avec une personne, que ce soit sur le plan amical, professionnel, amoureux, et que l'autre personne aussi a ce désir de connexion, il va y avoir une réciprocité. Ça veut dire qu'il va y avoir des fois où je vais avoir envie d'appeler pour prendre de ses nouvelles, et des fois c'est l'autre qui va m'appeler pour prendre des nouvelles, une fois c'est moi qui initie une sortie, une fois c'est l'autre. Vous voyez ce sentiment de réciprocité qu'on peut avoir dans de belles amitiés, c'est vraiment ça qu'on va regarder. Et s'il y a la réciprocité, si en l'ayant côtoyé dans notre sphère sociale, on remarque qu'il y a un désir de connexion réciproque et qu'il y a vraiment une réciprocité dans les actions, les gestes, etc., là, on va pouvoir inviter et recevoir cette personne dans notre sphère de confiance, dans notre salon. Et là encore, il va falloir fixer la condition pour rester et puis également ce qui va faire qu'on aura envie de faire sortir cette personne de notre salon. Par exemple, on peut décider de laisser cette personne dans notre sphère de confiance si on voit qu'il y a une compatibilité, c'est-à-dire qu'on a des affinités, on a les mêmes envies de programmes de loisirs, qu'on a les mêmes lectures préférées, qu'on a les mêmes sujets de conversation qu'on aime. Vous voyez, il y a vraiment cette compatibilité qui va faire que oui, on va avoir envie de garder cette personne dans notre salon. C'est une personne qui sera bien dans notre sphère de confiance. Et puis de fixer aussi le critère de sortie dans la sphère de confiance. Ça peut être par exemple une personne qui manque de respect à notre libre arbitre. Pour moi, c'est compliqué de garder une personne comme ça dans mon salon, dans ma maison intérieure, dans ma sphère de confiance. J'ai besoin que les personnes qui sont chez moi, dans ma maison intérieure, dans mon salon, j'ai besoin qu'elles respectent mon libre arbitre. Et donc, automatiquement, les personnes qui vont me dire ce que je devrais ou ne devrais pas faire, les personnes qui me jugent, qui me critiquent et qui me disent que je devrais changer, ces personnes-là n'ont pas leur place dans ma sphère de confiance. Elles peuvent rester dans ma sphère sociale si elles sont respectueuses par ailleurs, mais le respect du libre arbitre, c'est un élément essentiel pour rester dans mon salon. Et encore une fois, on ne va pas pouvoir tester ça dans la sphère sociale. On a besoin de ressentir ce minimum de confiance, de faire entrer la personne dans notre sphère de confiance. Et c'est là qu'on va voir et observer si la personne respecte notre libre arbitre ou pas. Parce que la sphère de confiance, c'est un espace où on va partager notre histoire personnelle. C'est un espace où on va parler de nos rêves, de nos désirs, de nos projets de cœur. Donc il y a beaucoup de partage quand même assez intime qui se passe dans cette sphère de confiance-là. Donc c'est la seule manière de vérifier si la personne est respectueuse du libre arbitre, c'est quand on partage quelque chose et que l'autre en face va juste accueillir ça comme étant, même pas à remettre en question, ou bien c'est quelqu'un qui va dire non, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais être comme ci, tu devrais t'habiller comme ça. Toutes ces personnes-là, elles n'ont pas leur place dans ma sphère de confiance.
Juste pour vous expliquer quelque chose, en fait, lorsque je pose la question et je demande dans mes accompagnements, c'est quoi la règle d'entrée dans votre sphère sociale ou dans votre sphère de confiance? Très souvent, ce qu'on va m'expliquer, c'est le critère de sortie. Par exemple, quand je dis quel est le critère d'entrée dans la sphère de confiance, j'entends souvent la réponse, il faut que la personne m'accepte tel que je suis, ou bien il faut que la personne respecte mes idées, respecte mes projets. Mais ça ne peut pas être un critère d'entrée parce qu'on n'a aucun moyen de tester ça dans la sphère sociale. On est obligé de tester ça dans la sphère de confiance. Donc ça ne peut pas être un critère d'entrée, mais par contre, c'est un critère de sortie. Oui, si la personne ne respecte pas, elle ne peut pas rester. Mais pour qu'elle entre, il faut un autre critère, c'est-à-dire, bien sûr, un minimum de confiance. Tous les critères de la sphère sociale doivent exister, donc le respect de base, de la dignité, le respect de l'intégrité physique, tout ça, ça doit être d'office déjà observé dans la sphère sociale, sinon la personne ne reste pas dans la sphère sociale. Mais pour qu'elle puisse entrer dans la sphère de confiance, ce que je suggérais, c'est par exemple de vérifier la réciprocité. Mais bien sûr, vous êtes parfaitement libre de choisir vos critères d'entrée, vos critères pour rester dans la sphère et vos critères pour sortir, bien évidemment. Vous allez pouvoir réfléchir et choisir vos propres critères à vous. Assurez-vous juste d'une chose, c'est que le critère d'entrée, il doit être vérifiable dans la sphère d'avant. Donc, votre critère d'entrée à votre sphère de confiance doit être testé dans votre sphère sociale. Votre critère d'entrée dans la sphère sociale doit être testé dans votre sphère publique. Vous voyez? Donc, vous avez vraiment besoin de fixer vos critères autant d'entrée que de sortie. Et on avance et on chemine dans cette maison intérieure. Donc, la sphère suivante, la quatrième sphère, c'est la sphère intime. Et dans la sphère intime, habituellement, j'aime bien dire qu'il y a 5 personnes, comme les 5 doigts de la main. Vous voyez, il y a une espèce de solidarité ici, c'est-à-dire on est chacun un individu séparé, ok, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais on forme une équipe, on forme un tout. Donc ça peut être par exemple la sphère familiale, mais il peut y avoir aussi des amis très proches dans cette sphère intime. Donc cette poignée de personnes avec lesquelles vous allez vous sentir très à l'aise de partager l'intimité, ça va être ça, votre sphère intime. Donc potentiellement, il peut y avoir par exemple des membres de la famille, proches, proches, proches. Il peut y avoir un partenaire ou une partenaire de vie, il peut y avoir un ami ou une amie extrêmement proche. Donc vous voyez, c'est ça la sphère intime. C'est vraiment les quelques personnes avec lesquelles vous allez être très à l'aise de partager des pans très intimes de votre vie. D'ailleurs, avec ces personnes-là, vous allez être à l'aise de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur pleinement, parce que votre sphère intime, c'est vraiment les personnes les plus proches de votre cœur. Vous allez pouvoir parler ouvertement de vos blessures qui font mal, douloureuses. Si vous avez une blessure complètement guérie et que vous avez envie d'en parler dans votre sphère sociale ou même publique, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Mais lorsque vous avez un défi en ce moment, que vous avez une blessure qui s'est réveillée, que vous avez des émotions douloureuses, vraiment se mettre à nu en toute vulnérabilité, parler de ses fragilités, parler de ses insécurités, tout ça, ça se fait avec les personnes qui font partie de notre sphère intime. Il vaut mieux ne pas le faire dans d'autres sphères parce qu'on n'est pas sûr qu'on va être accueilli comme on l'aimerait en fait. Si on ouvre notre cœur avec des personnes qui sont dans notre sphère sociale ou même dans notre sphère de confiance, sans avoir vérifié le respect du libre arbitre, le grand risque, c'est que la personne, elle joue de ça. Elle peut par exemple appuyer sur une blessure sans faire exprès, mais elle peut aussi en jouer. Et c'est ça qu'on a envie d'éviter. Donc on ouvre le cœur pleinement qu'avec les personnes qui sont dans notre sphère intime. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un critère d'entrée à notre sphère intime et aussi une condition pour y rester et aussi un critère de sortie, comme dans toutes les sphères. C'est toujours la même idée. Donc par exemple, pour la sphère intime, vous allez peut-être vérifier que la personne est engagée à votre égard autant que vous êtes engagé. Qu'est-ce que ça signifie être engagé? Ça signifie être d'accord de librement investir de l'énergie dans cette relation.
La relation a besoin d'être nourrie énergétiquement par les deux personnes qui forment la relation. Donc on a besoin, nous, d'être engagés, d'avoir envie, l'élan libre d'investir de l'énergie dans cette relation. Et on doit aussi faire le constat que l'autre en fait de même et que l'engagement est vraiment réciproque. C'est là où il va y avoir vraiment des bases très solides pour co-construire une relation solide. La relation, ça pourrait vraiment être comme une pièce qu'on co-construit ensemble. Chacun a sa maison intérieure, mais on a cet espace commun dans lequel on peut co-construire. Donc ça peut être une pièce au début et puis ça peut devenir une maison aussi après. On peut co-construire une maison à deux. On a chacun une super maison intérieure et on co-construit une maison intérieure dans laquelle on va nourrir la relation qu'on a. Co-construire une maison, c'est comme construire des projets ensemble, des projets de cœur, dans lesquels on va s'engager et s'investir mutuellement et librement. J'insiste sur le libre arbitre. Donc lorsqu'on ressent que l'autre est engagé tout comme nous sommes engagés, cette personne peut entrer dans notre sphère intime et y rester à condition qu'il y ait vraiment cette intimité. Et l'intimité, ça peut être bien évidemment sur le plan physique, mais pas que, ça peut être vraiment une intimité émotionnelle, de pouvoir parler des émotions que l'on ressent, de nos blessures, de nos insécurités, de nos fragilités, de notre vulnérabilité, et que ce soit réciproque. C'est ça qui crée l'intimité. L'intimité émotionnelle est vraiment très importante dans la sphère intime. Quelqu'un qui n'a pas la capacité de s'ouvrir à l'autre, qui ne peut pas, peut-être parce qu'il a ou parce qu'elle a une blessure écran, une blessure de défiance, une blessure de désillusion qui ferme le cœur, peut-être qu'elle n'a pas la capacité de le faire. Mais si elle entre dans la sphère intime, j'espère que vous aussi, vous êtes dans sa sphère intime à elle, auquel cas elle devrait se sentir en sécurité de s'ouvrir avec vous. Quelqu'un qui a une blessure de défiance ou de désillusion peut parfaitement s'ouvrir et ouvrir son cœur et parler de ses émotions librement, à condition que vous soyez dans sa sphère intime. Et c'est là où le bas blesse, parce que souvent, nous, on va parler facilement de nos émotions, ben parce qu'on est à l'aise, parce qu'on est en cheminement, parce qu'on est en train d'apprendre à nous connaître. Nous, on va pouvoir parler librement de nos émotions et on va avoir l'impression que c'est facile pour tout le monde, alors que ça peut ne pas être facile pour l'autre. Mais s'ouvrir émotionnellement, faire entrer la personne dans notre sphère intime, sans pour autant que nous soyons dans sa sphère intime, là, il va y avoir vraiment un souci de réciprocité et surtout, il va y avoir un souci d'intimité. Parce qu'à un certain moment, nous, on va avoir envie aussi que l'autre s'ouvre. Et c'est là où j'ai envie de parler aussi de cet axe opacité-transparence. Plus la personne se rapproche de notre cœur, et plus, normalement, il devrait y avoir une transparence sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on pense, etc. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que plus la personne, on va la faire entrer à l'intérieur de notre maison, de plus en plus proche de notre cœur, et plus naturellement, elle devrait s'ouvrir à nous et elle devrait être en connexion, en ouverture de cœur, en intimité émotionnelle. Donc, si c'est votre cas, si vous avez vraiment ouvert grandement votre cœur, vous êtes pleinement transparent ou transparente, mais pas l'autre, arrêtez-vous et réfléchissez. Vous, vous êtes dans quelle pièce de sa maison intérieure? Et c'est pour ça que pour moi, l'opacité, c'est un signe qui devrait nous alerter et nous faire sortir la personne de notre sphère intime. Il y a des personnes qui peuvent rester dans la sphère de confiance, mais qui c'est pas OK de rester dans la sphère intime. On n'est pas obligé d'éjecter de notre monde, de notre système, de notre maison, toutes les personnes qui ne sont pas en capacité de s'ouvrir et d'être transparentes. Elles peuvent occuper d'autres espaces de notre maison intérieure. Elles peuvent être dans le jardin, elles peuvent être dans le salon. Mais si elles ne parviennent pas à s'ouvrir et à être transparentes, suffisamment en tous les cas transparentes, on a toujours notre jardin secret, eh bien peut-être qu'elle n'a pas sa place dans notre sphère intime. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 5 sphères.
La cinquième sphère, c'est la sphère sacrée. Et celle-là, c'est votre espace à vous. Personne n'y entre. C'est la connexion à soi, c'est la connexion au divin, c'est la connexion à tout ce qui est à l'intérieur de notre cœur. C'est l'endroit où on va avoir un 100% de transparence. On est 100% transparent et honnête avec nous-mêmes. C'est l'endroit où on va pouvoir tout se dire, tout exprimer, tout s'exprimer, si vous voulez. C'est l'endroit où on va vraiment écouter nos émotions, traverser les émotions douloureuses, comprendre les choses. Notre sphère sacrée, elle se situe dans notre cœur. Les autres sont proches de notre cœur, mais dans notre cœur, il y a nous et il y a notre connexion au divin. Et là, personne ne peut entrer. Et même s'il le voulait, il ne pourrait pas entrer. Personne ne peut entrer, et donc personne n'a à sortir. C'est notre espace à nous, c'est notre espace sacré, notre cœur. Et du coup, si je reviens à cette idée de l'axe d'opacité, transparence, je dirais que dans la sphère publique, c'est parfaitement OK d'être 100% opaque. Être opaque ne signifie pas être faux, ne signifie pas manipuler, ne signifie pas manquer de sincérité. Être opaque signifie juste, il y a des choses que je ne suis pas OK de te montrer. C'est tout. C'est parfaitement OK d'être opaque. Mais on a besoin d'être opaque au bon endroit, si vous voulez. Et l'opacité, à 100% ou à 95%, ben, c'est la sphère publique. Et ensuite, on a le jardin intérieur, donc c'est notre sphère sociale, où on va commencer à montrer des choses. Donc, on va être à 15-20% peut-être de transparence et 80%, 85% d'opacité. C'est parfaitement OK dans le jardin intérieur. Et puis, pour les personnes qui vont rentrer à l'intérieur de la maison, dans le salon, on va peut-être être à entre 20 et 50% de transparence et puis entre 50 et 80% d'opacité. Donc on n'est pas obligé de raconter nos blessures d'enfance, on n'est pas obligé de raconter les détails de notre dernière rupture amoureuse. On peut garder des pans de notre vie intime pour nous. Et puis aussi, on peut dévoiler des rêves, des désirs, des goûts, des envies de voyage, des choses comme ça, vous voyez. Donc, on peut être transparent sur certains pans de notre vie et puis plus opaque dans d'autres. Et encore une fois, on n'est pas du tout en train de manquer de sincérité, on n'est pas en train de tricher, on n'est pas en train de manipuler, on est juste en train de protéger notre cœur. Si vous voulez la guérison intérieure ultime, c'est l'art de protéger son cœur en fixant des règles dans les différentes sphères relationnelles. Et puis pour les personnes privilégiées, les rares personnes qui vont pouvoir accéder à notre sphère intime, ces personnes-là vont avoir entre 50 et 80%, par exemple, de transparence. Donc, vous voyez qu'on commence à perdre l'opacité. Et c'est pour ça que nous, on donne de la transparence et c'est parfaitement naturel qu'on s'attende à une certaine transparence en retour. Bien évidemment, chacun va trouver le juste curseur. Il ne s'agit pas vraiment de calculer avec Excel 80%, 55%, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment pour donner des images. Et puis bon, moi je suis quand même une scientifique dans l'âme, donc les chiffres vont toujours me rattraper. J'aime bien expliquer comme ça avec des chiffres, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que ça signifie. Mais vous remarquez que dans la sphère intime, il y a quand même une part qui est opaque, et c'est naturel. Par exemple, quand je suis en pleine réflexion de ma vie, sur ma vie personnelle, sur ma vie professionnelle, sur ma vie familiale. Je ne suis pas obligée de le partager tout de suite. Je peux prendre le temps de processer ça, de digérer ça entre moi et moi-même. Parfois, je peux aussi prendre le temps d'aller consulter pour apporter de la clarté. Et une fois que je vois clair, une fois que je comprends ce qui se joue en moi, une fois peut-être que j'aurai pris certaines décisions, je vais pouvoir les partager avec les personnes qui sont dans ma sphère intime. Je ne suis pas obligée de le faire immédiatement. Je peux aussi avoir une certaine forme d'opacité même si c'est avec les personnes qui sont dans ma sphère intime. Donc tout ça pour dire qu'en fait, les personnes qui veulent entrer dans notre maison intérieure, si elles veulent entrer chez nous, elles doivent suivre nos règles à nous. De la même manière, si nous, on veut entrer dans le monde intérieur de l'autre, on se doit
de respecter ses règles, parce que sa maison, son cœur, ses règles. Et c'est très important quand on rencontre quelqu'un de vérifier que ces règles d'accès à sa maison intérieure, ce sont des règles que nous acceptons. Et c'est important aussi de voir où est-ce que cette personne est en train de nous accueillir. Est-ce qu'elle nous accueille dans son jardin, dans son salon, ou est-ce qu'elle nous fait rentrer dans sa sphère intime? C'est très important de vérifier ça avec beaucoup de lucidité, beaucoup de discernement, de ne pas se raconter de films parce que très souvent, on est tenté de vouloir faire entrer de force quelqu'un dans notre sphère intime en pensant qu'il va en faire de même, mais ce n'est pas du tout une évidence. Et puis d'ailleurs, on ne force personne à rentrer dans notre sphère intime. Si la personne n'a pas envie d'entrer dans notre sphère intime, on ne peut pas la forcer. Il y a toujours cette loi sacrée du libre arbitre. Mais nous, notre travail, c'est d'observer, de regarder en conscience où est-ce que la personne est en train de nous placer et de vérifier si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas. On est libre aussi de rester ou de partir. Par exemple, on peut sentir une connexion très forte avec une personne, que ce soit une connexion physique, magnétique, que ce soit une connexion spirituelle, intellectuelle. On peut ressentir une connexion forte avec quelqu'un et avoir le désir d'entrer chez elle. Et c'est parfaitement naturel. Mais c'est de voir déjà s'il y a la réciprocité, parce que si la personne n'a pas envie de connecter avec nous, parce que la connexion, elle doit se faire des deux côtés. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir, c'est quoi les règles que j'observe? Et puis, je peux aussi poser des questions. C'est pas en disant, moi, c'est quoi les règles d'accès à ta maison intérieure? Là, je pense que ça, on peut se le dire entre nous ici, mais je pense pas que ce soit une question qu'on puisse poser. Mais c'est de comprendre aussi ce qui se passe chez l'autre. Est-ce que il ressent aussi ou elle ressent aussi cette connexion? Est-ce que il ou elle a envie d'ouvrir son cœur? Il ou elle est prêt ou prête à ouvrir son cœur, ce qui n'est pas toujours évident, surtout quand on a un cœur blessé, parce qu'un cœur fermé, c'est souvent un cœur blessé. Peut-être que la personne a besoin de plus de temps que nous, mais tout ça, ça peut se discuter, ça peut se communiquer à partir du moment où on a vraiment le désir de connecter à l'autre. Je pense qu'à ce moment-là, c'est bien de se poser et de poser les questions qui font peur. Parce que c'est vrai que quand on a certaines blessures, comme la blessure d'abandon qui a peur de la séparation, la blessure de rejet qui a peur aussi du rejet, de se retrouver sans protection, la blessure d'invisibilité qui a peur du conflit, qui a peur de contrarier l'autre, quand on a ce genre de peur, c'est très difficile de poser des questions qui sont peur, du style, mais toi, pour toi, comment tu vois que ça pourrait se passer, ou bien est-ce que tu te sens prêt ou prête à ouvrir ton cœur? J'ai remarqué que tu étais très pudique au niveau de tes émotions. Est-ce que tu penses que tu pourrais me partager ce que tu vis émotionnellement? Enfin bref, toutes les questions qui font peur, qui peuvent contrarier, qui peuvent énerver l'autre, qui peuvent générer des conflits, qui peuvent faire que l'autre va fuir en courant. Et moi, je pense que les questions qui font peur, c'est la meilleure des manières pour apporter de la clarté. Et aussi pour annuler tous les films mentaux qu'on peut se faire, parce que le mental, quand on a surtout une blessure de rejet ou une blessure d'invisibilité, j'ai remarqué qu'on a un véritable studio de Hollywood dans la tête. Donc on peut se raconter plein d'histoires, on peut se faire plein de films et poser les questions qui font peur. Ben, ça permet vraiment de casser ces films-là et d'éviter qu'on soit embarqué dans des films hollywoodiens magnifiques desquels on va être déçu à la fin. Donc, en conclusion, pour répondre à la question que j'ai posée en tout début de vidéo, tout ce détour pour vous expliquer les choses et pour pouvoir répondre à cette question-là, comment on fait pour éviter les échecs sentimentaux? Eh bien, pour moi, c'est de poser des limites et de se désengager à temps. Se désengager à temps, ça signifie que en conscience, on fait entrer la personne dans sa sphère sociale. Si l'expérience est agréable et que les critères sont là, on va pouvoir la faire entrer dans notre sphère de confiance. Et ensuite, si l'expérience est agréable et que les critères sont là, on va pouvoir la faire entrer dans notre sphère intime. Tout ça, pas à pas et en conscience. Et ça permet, si on voit qu'il y a des critères qui ne sont pas respectés, ça permet de se désengager de cette relation et de replacer la personne dans la bonne sphère. Et quand, tout comme je l'ai fait pendant des dizaines d'années, on a du mal à poser
des limites claires et fermes, ce qui se passe, c'est que dans notre maison intérieure, dans notre salon, il peut y avoir plein de gens. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on a des ex qui ne sortent jamais réellement de notre vie, qui se manifestent régulièrement par un message, par un coup de fil, par mille et une manières. Et tout ça, c'est le signe qu'en fait, dans notre maison intérieure, il y a du monde qui devrait bouger de là, qui devrait soit sortir complètement et se retrouver dans la sphère publique, soit reprendre sa juste place au niveau des sphères. On peut parfaitement rester amis si c'est processé, digéré, guéri, on peut rester amis avec des ex, mais on a besoin vraiment de clarifier les limites et la sphère dans laquelle chaque personne se trouve. Et le premier chantier que j'ai mené lorsque j'ai commencé à placer des limites, eh bien, c'est de replacer chaque personne dans la juste sphère pour pouvoir mettre de l'ordre dans ma maison intérieure et surtout pour créer de l'espace pour que les personnes qui attendent d'entrer, mais qui veulent entrer uniquement sur un terrain sain, que ces personnes-là puissent entrer. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite à toutes et à tous, c'est véritablement d'assainir toutes nos pièces dans notre maison intérieure, de poser des limites claires et d'être au clair soi-même avec ses propres limites et puis de replacer chacun à sa juste place pour que les personnes qui vous cherchent et vous attendent et que vous cherchez, que vous attendez, trouvent la voie vers votre cœur. Faire sortir quelqu'un de notre maison intérieure, c'est pas toujours une tâche facile, j'en conviens. Car quelle que soit la décision qu'on va prendre, il y a toujours un deuil à faire. Un deuil de ce que la relation aurait pu être et ne sera jamais. Ça, c'est un deuil très douloureux à faire. Et quand c'est notre initiative, quand c'est nous qui faisons sortir quelqu'un de notre maison intérieure, ce qui est très douloureux, c'est que on se retrouve à faire le deuil seul. Parce que vu de l'extérieur, si nous choisissons de faire sortir quelqu'un de notre vie, bah, vu de l'extérieur, c'est OK, donc elle est au clair, c'est sa décision, tout va bien. Mais non, en fait, tout ne va pas bien. Parce que un deuil reste toujours un deuil et ça reste toujours une épreuve très douloureuse à traverser. Et quand on est dans un processus de deuil, on a toujours besoin de deux choses, au moins. Mais deux choses que j'identifie. On a besoin de parler, on a besoin de raconter l'histoire, on a besoin de vraiment de vider son sac, et on a aussi besoin d'être consolé, mais d'être consolé avec beaucoup de douceur, avec une énergie enveloppante. Et quand c'est nous qui décidons de mettre fin à une relation, bah, on n'a ni l'un ni l'autre. Parce que si on commence à raconter qu'il y a un besoin naturel de deuil, parce qu'on est en train de faire le deuil de la relation idéale qu'on rêvait et qu'on n'aura jamais, quand on commence à raconter, en face, souvent la réaction, ça va être: mais c'est toi qui as choisi, mais c'est toi qui as dit que c'était mieux comme ça. Oui, mais n'empêche, j'ai besoin d'être consolée, j'ai besoin de raconter mon histoire. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment un espace très, très, très solitaire, cet espace du deuil de notre propre initiative. Si vous, vous êtes en train de faire ce genre de deuil, si vous avez décidé de faire sortir quelqu'un de votre maison intérieure, si vous avez décidé de mettre fin à une relation qui était très proche de votre cœur et de l'éloigner de votre cœur, si vous êtes dans cette situation, je vous envoie vraiment le meilleur de mon énergie. Je vous envoie toute la douceur que je peux vous envoyer à partir de mon cœur. Je suis vraiment de tout cœur avec vous parce que je sais que c'est un endroit où on se sent vraiment seul. Et si quelqu'un de votre entourage, si quelqu'un qui fait partie de vos intimes a pris la décision de mettre fin à une relation, a pris la décision d'éloigner quelqu'un de son cœur, s'il vous plaît, écoutez-la, écoutez-le, racontez cette histoire et consolez-la, consolez-le, donnez de la douceur. Vraiment, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de dire: est-ce que tu as besoin d'être consolé? Viens dans mes bras. Est-ce que tu as besoin juste d'une écoute bienveillante? Je t'écoute. Raconte-moi encore et encore ton histoire. C'est important pour les personnes qui font le deuil d'avoir cette écoute bienveillante
et cette épaule qui va nous consoler. C'est très important. Donc si vous êtes de l'autre côté, faites preuve de douceur, de bienveillance, d'écoute, enfin, ou du moins, ne dites pas à la personne, mais puisque c'est ton choix, tu devrais pas avoir besoin d'être consolé ou de raconter ton histoire. Parce qu'une belle écoute et une consolation douce et sincère, parfois, ça peut changer une vie. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je vous remercie du fond du cœur d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Merci vraiment pour tout. N'hésitez pas à partager en commentaire ce qui a résonné le plus en vous. N'hésitez pas à partager aussi vos propres expériences, vos critères peut-être d'entrée ou de sortie de l'une de vos sphères. Enfin bref, j'adorais vous lire. Vraiment, j'ai adoré vous lire dans la vidéo de la semaine dernière et j'espère continuer à vous lire comme ça pendant encore très très longtemps. Je vous embrasse fort les amis, je vous souhaite une très très belle journée, soirée, nuit, où que vous soyez sur la planète et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.